Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire intitulé Bien débuter en bourse. Et oui, parce que ça a été un effet inattendu de la crise sanitaire et de la forte volatilité des marchés. Vous avez été très nombreux à vous lancer. Plus de 100 000 comptes bourse ont d'ailleurs été ouverts en 2020 chez Boursorama. Donc que ce soit finalement en ouvrant un compte titre ou un plan d'épargne en action, un PEA, grâce auquel vous allez pouvoir vous constituer une épargne financière. Oui, mais comment faire? Comment maîtriser le risque? Comment diversifier? Comment savoir acheter ou vendre une action? Comment analyser et comprendre une société? Elles sont nombreuses, les questions que se pose l'investisseur individuel quand il est confronté à ces problématiques. Alors nous allons consacrer justement 1 heure à répondre à vos interrogations. Nous avons déjà recueilli d'ailleurs beaucoup de questions lors de l'inscription. Nous avons glissé quelques-unes lors de la présentation. Et comme d'habitude, nous consacrerons un temps à la fin de la présentation afin d'y répondre. Vous pouvez donc continuer à les poser en direct pour faire de vous un investisseur averti. Je suis entouré ce soir de Louis Yang, cofondateur de Café de la Bourse, et Andrea Damiano, chef de produits bourse chez Boursorama Banque. Bonsoir messieurs. Bonsoir Laurent. Quelques mots, Louis, justement sur Café de la Bourse. Alors Café de la Bourse, c'est un magazine financier en ligne que j'ai cofondé maintenant il y a une dizaine d'années. Ouais. En fait, on a 3 déclinaisons. On a Café de la Bourse, Café du patrimoine et Café du trading. L'idée, c'est d'accompagner l'investisseur particulier sur tous ses besoins en matière de placement à court, moyen et long terme en fonction du risque qu'il est prêt à prendre. Bon voilà, et ce soir, on va donc parler bourse. Et Andrea, vous nous montrerez tout ce que Boursorama peut faire pour l'investisseur particulier. Et on va voir que les options sont nombreuses. Allez, deux grandes parties dans ce webinaire. Dans un premier temps, justement, les bases. Pourquoi investir? Comment investir? À travers de quelles enveloppes? On regardera aussi très concrètement comment composer son portefeuille et passer des ordres. Et puis, Andrea, vous nous expliquerez quelles sont les possibilités chez Boursorama en termes de produits, de services pour rendre votre expérience boursière optimum. Ce sera la seconde partie. Si vous ne pouvez pas tout voir, pas d'inquiétude, il y aura un replay dans les prochains jours sur le site Boursorama. Allez, en bourse, il faut savoir agir vite. On commence donc tout de suite avec notre première partie. C'est maintenant. Et je me tourne vers Louis, pour commencer par cette question la plus simple, la plus importante d'entre elles, celle qui va finalement déterminer tout le reste, j'ai envie de dire, Louis. Pourquoi investir en bourse? Et c'est utile de le rappeler, même si les gens qui nous regardent, finalement, ils ont déjà franchi le pas. Oui, tout à fait, c'est important. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a une principale, à mon sens, c'est vraiment de valoriser un capital dans la durée pour pouvoir financer un projet. Donc ça peut être un projet d'acquisition immobilière, financer l'étude supérieure des enfants, préparer sa retraite. Donc il peut y avoir de nombreuses opportunités et objectifs à atteindre. Et pour ça, investir en bourse, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que c'est la classe d'actifs à long terme, voire très long terme, la plus performante. Alors il y a de nombreuses études au fil des années qui ont prouvé ça. Moi, j'en ai sélectionné une qui est assez récente et assez globale, qui a été réalisée par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Et dessus, donc, on voit que la performance des actions a en moyenne rapporté chaque année 9,1% sur 10 ans, 6,5% sur 15 ans, 8,3% sur 30 ans et 13,7% à 40 ans. Donc on voit que l'horizon à long terme, très long terme, permet aux actions d'être vraiment la classe d'actifs sur laquelle il faut être. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. L'intérêt majeur. Je voudrais juste en rappeler une seconde qui est importante, qui est le fait que lorsqu'on achète une action, en fait, on achète la part d'une société, on devient actionnaire. Donc en fait, on contribue à l'économie réelle parce qu'on peut soutenir une entreprise, un secteur qui nous tient à cœur. Donc ce n'est pas uniquement... On peut faire du patriotisme un petit peu économique aussi. On peut aussi, tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un environnement, on parle beaucoup d'ISR, donc d'investissement socialement responsable. Donc investir, c'est aussi agir selon ses convictions. Voilà. Donc c'est un autre objectif qui est important de rappeler à mon sens. Et puis on rappelle aussi que ces rendements, que cette performance, elle se compare à un environnement où les produits sans risque réglementé offrent, eux, des rendements qui sont vraiment au plancher en ce moment. Oui, tout à fait, qui ne couvrent pas l'inflation. Ouais. Donc oui, très clairement, aujourd'hui, si on veut investir, donc j'entends vraiment moyen, long terme, très long terme, on ne peut pas laisser son argent uniquement sur un livret d'épargne. Il faut aller sur des placements où il y a du risque.
Le risque, il faut effectivement le maîtriser, on aura le temps on va en parler, on va en parler, mais oui, il faut investir. La bourse, c'est une solution parmi d'autres. Oui. Alors, une solution pour investir, on sait désormais pourquoi on va le faire. Maintenant, on va se demander ce dans quoi on peut investir, parce qu'après tout, il n'y a pas que les actions dans la vie, si je puis dire. Mais attention, parce que justement, les différents types de produits ne se destinent pas au même type d'investisseurs. Oui, c'est vrai que lorsqu'on parle d'investissement en bourse, on va penser à investir dans une action, on va penser à Air Liquide, LVMH, etc. Mais il y a d'autres possibilités. Donc les actions en direct, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est on a la part du capital d'une société, donc on devient actionnaire. On est invité à l'Assemblée générale chaque année. On peut voter. Après, on peut aussi éventuellement toucher des dividendes si la société en distribue. Donc là, c'est la partie action en direct. Donc ça, c'est une première possibilité d'investissement en bourse. On a une deuxième possibilité d'investir en bourse à travers des OPCVM classiques ou des ETF. Donc les OPCVM classiques, ça va être des fonds gérés activement par des gérants, donc des SICAV. Je pense que c'est un terme qui va peut-être davantage parler aux investisseurs. Donc on achète la part d'une SICAV qui est gérée par un gérant selon ses convictions, qui va faire le choix des actions pour vous, qui va acheter, vendre à votre place. Pour faire très simple, oui, pour vraiment perdre personne en route, c'est un panier de valeurs, une SICAV, un fonds, c'est ça, sélectionné par un gérant qui va finalement faire ce travail de sélection pour vous, c'est ça? C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Et les ETF, c'est assez proche aussi, sauf que là, on va être dans du passif, c'est-à-dire que ça va être un fonds qui va être passif, ça va suivre en fait les variations d'un indice. Donc ça peut être un indice boursier comme le CAC 40, comme le Nasdaq, mais ça peut être aussi des indices plus sectoriels ou stratégiques. Donc on est dans la même approche, on va acheter des parts d'un ETF. D'un fonds, voilà, d'un fonds, exactement. C'était une question de Didier, qu'appelle-t-on un ETF? Qu'est-ce qu'un tracker? Déjà, on peut dire que c'est la même chose, Didier, ETF, tracker, c'est synonyme. Comment cela fonctionne-t-il? Donc ça réplique, c'est ça, je vais avoir avec mon produit la même performance qui va correspondre à la variation de l'indice, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, un ETF, c'est un fonds qui est coté en bourse. Donc ça se traite comme une action. Donc ça va être, vous l'achetez comme si vous achetez une action, sauf que à la différence de l'action, vous allez acheter tout l'indice CAC 40. Vous achetez un ETF sur le CAC 40, vous allez en un seul ordre être exposé aux 40 valeurs du CAC 40. Bon. Très clair. Alors, on l'a dit dans le lancement, beaucoup de gens en 2020, ils se sont lancés, ils ont ouvert un compte titre ou un PEA ou les deux. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir ce qui a déterminé leur choix. On peut aussi investir via l'assurance vie. Est-ce qu'on peut faire finalement le tour des différentes enveloppes disponibles pour se lancer en bourse? Oui, vous avez cité, Laurent, les trois principaux, effectivement, mais je rappelle qu'il y en a effectivement d'autres. Il y a le PEA-PME, il y a le PER, le plan d'épargne retraite. Donc il y a d'autres solutions, mais c'est vrai que si on veut débuter en bourse, les grands classiques, ça va être les trois évoqués. Donc le compte titre ordinaire, c'est le compte qui permet de tout faire en fait. C'est en théorie. En théorie, le compte titre ordinaire permet d'investir sur n'importe quel marché, avoir recours aux produits dérivés. On a vraiment accès à un ensemble de produits financiers très large. L'autre point important du compte titre ordinaire, c'est sa fiscalité. Donc, on n'a pas d'avantage en matière de fiscalité. Donc, ça va être imposé soit à la flat tax à 30%, soit au barème de l'impôt sur le revenu au niveau des différentes tranches. Donc, c'est vous qui avez le choix. C'est un choix exactement que l'investisseur peut faire. Le PEA, donc, c'est un peu, on peut un petit peu l'opposer dans le sens où là, on va avoir moins de flexibilité. On ne pourra pas investir sur l'ensemble des actions du monde entier. Pour faire simple, ça va être les entreprises dont le siège social est dans l'Union européenne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est pour l'Angleterre maintenant qu'il y a eu le Brexit? Ah, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, il y a une période de transition, je crois, jusqu'à la fin de l'année où on peut encore les conserver. Bon. Mais il faut... De cette année 2021 là, de cette année, exactement. Mais il faut s'en débarrasser avant au risque d'avoir son PEA clôturé automatiquement. Bon. Donc, on retient valeur dont le siège est dans l'Union européenne. C'est ça. Alors, il y a des possibilités de contourner ça via des ETF ou des fonds. Ça, on reviendra peut-être dessus par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et l'autre partie, c'est qu'il y a un avantage en matière de fiscalité, notamment après 5 ans. Alors déjà, si le PEA est... Oui, allez-y. Si le PEA est détenu pendant plus de... Si les avoirs sont détenus dans le PEA, on n'est pas fiscalisé.
on est fiscalisé uniquement si on veut faire un retrait. Et pour faire le retrait, c'est au-delà de 5 ans, il y a un avantage fiscal. Donc on n'a plus d'impôt sur la plus-value. Il y a uniquement des prélèvements sociaux de 17,2% actuellement qui sont prélevés. Donc très clairement, il y a un avantage à prendre date au niveau du PEA. Un avantage à prendre en date. Qu'est-ce qui pourrait motiver l'un plus que l'autre finalement? Ou est-ce qu'il faut avoir les deux? Vous allez me dire peut-être les deux. Ça peut être complémentaire, c'est vrai, en fonction de ces approches. Par exemple, pour le PEA, on peut avoir un avantage sur certaines stratégies buy and hold, c'est-à-dire on détient les actions sur le long terme. C'est des actions de l'Union européenne, française, les détenir. Et pour des stratégies complémentaires un peu plus sophistiquées, pour couvrir son portefeuille, pour bénéficier de l'effet de levier, aller chercher tout ça, ces stratégies-là, ou des titres sur le marché américain via un compte titre. La dernière grosse enveloppe qu'on oublie parfois, c'est l'assurance vie, oui, parce qu'on investit en fait en bourse à travers l'assurance vie, à travers les unités de compte. Donc c'est la poche à risque de l'assurance vie et qui permet en fait, via ces unités de compte, d'être positionné sur des OPCVM, des ETF, des produits structurés. Donc c'est aussi une possibilité d'investir en bourse auquel on n'y pense pas forcément. Une petite question, parce qu'on va tester votre vigilance pendant ce webinaire. Peut-on détenir plusieurs PEA, oui ou non? La question est posée, peut-on détenir plusieurs PEA, oui ou non? Je ne sais pas si vous l'avez dit, Louis, dans votre présentation. Non, je ne l'ai pas dit. Non. Bon, ben voilà, on vous laisse répondre et puis on va enchaîner tout de suite. Le point fondamental aussi, avant de commencer, maintenant qu'on sait pourquoi, maintenant qu'on sait comment, et c'est là où on veut en venir finalement, c'est de définir son fameux profil d'investisseur avec des questions comme quelles sont les attentes de performance, on l'a vu, mais aussi quelle tolérance au risque, et ça c'est très important, et finalement, c'est toute cette équation qu'on va devoir garder à l'esprit quand on fait ses choix. Oui, exactement. Je pense que c'est pour démarrer en bourse, il faut vraiment définir son profil d'investisseur. Il faut se connaître en fait avant de commencer à investir. Donc ça, c'est comment on le fait? En fait, on essaye de définir son objectif. Pourquoi on investit en bourse? Donc c'est ce que je citais tout à l'heure au départ. Est-ce que c'est pour avoir un rendement régulier? Est-ce que c'est pour financer un bien immobilier, préparer sa retraite? Donc tout ça, c'est vraiment important de le définir au départ. Après, il y a son horizon de placement. Est-ce qu'on place son argent en bourse pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus? En fonction de ça, on va aussi adapter sa stratégie. Et derrière, c'est le risque qu'on est prêt à prendre. Parce que finalement, rendement et risque, c'est les deux faces d'une même pièce. Oui. C'est-à-dire, soit vous voulez vraiment... Une stratégie prudente, quoi. Voilà, exactement. Donc, peu de risque, peu de rentabilité, plus de rentabilité potentielle, plus de risque. Donc, ça aussi, c'est à définir. Donc, ça, c'est vraiment les critères pour identifier son profil. Oui. J'aime bien ajouter aussi la motivation et ses connaissances. Parce que ça, c'est important. Est-ce que je suis totalement débutant? Est-ce que je m'y connais un petit peu en bourse au niveau de l'analyse fondamentale? Est-ce que je connais un petit peu les états financiers d'une entreprise? Et surtout, est-ce que j'ai envie de me former? Est-ce que j'ai le temps et l'envie de me former? Et en fonction de ça, en fait, on va pouvoir définir le type de gestion qu'on va appliquer. Donc la gestion libre, en fait, c'est on fait tout soi-même. On va aller sélectionner ses valeurs, ses fonds, ses ETF soi-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment celui qui veut tout apprendre. Maîtriser. Exactement. Ouais. Après, il y a la gestion conseillée, où là, on va avoir un copilote, en fait. Ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine qui a l'agrément CIF, donc conseiller en investissement financier, qui va vous faire des recommandations d'achat ou de vente que vous pouvez appliquer ou non. Donc c'est vous en fait qui passez l'ordre. Vous pouvez vous dire ce conseil est intéressant ou non en fonction de mes objectifs, de mon profil. Est-ce que je l'applique ou pas? Après il va y avoir aussi des portefeuilles types, des screeners. Enfin il y a différentes possibilités d'être accompagné et de décider. La troisième option c'est la gestion pilotée ou la gestion sous mandat où là en fait on passe les clés du camion, on délègue entièrement. En fait c'est un gérant professionnel qui va investir pour nous, qui va faire la sélection de titres, acheter et vendre. Et pour ça, il va tenir compte justement du profil de risque. Est-ce que vous êtes un investisseur plutôt prudent, équilibré, offensif? Enfin, il y a différents termes, mais grosso modo, ça va être ces profils-là, ces grands profils. Exactement. Ce qu'on peut peut-être dire, Andrea, c'est que pour bien comprendre ce profil de risque, les banques nous aident parce qu'il y a ce formulaire à remplir qui va définir un petit peu
à la fois nos attentes de rendement et aussi notre position par rapport au risque. Tout à fait. Vous avez ce qu'on appelle la KYC dans le milieu, qui est donc c'est Know Your Customer, c'est ça, connaître son client. Qui est à l'entrée en relation avec le client quand il va vouloir ouvrir un compte titre ou un PEA, peu importe d'ailleurs le type de support, c'est également le cas pour l'assurance vie. Il va devoir répondre à un certain nombre de questions, notamment effectivement son horizon d'investissement, ses connaissances du marché. Et en fonction de ça, par exemple, pour une gestion pilotée, on sera en mesure de lui pousser un produit qui correspond à son niveau de connaissance, à son profil d'investisseur. D'où l'importance parce que c'est un peu rébarbatif, on peut le dire, des fois ça prend un petit peu de temps, mais de bien le faire, de bien le remplir. Voilà, il faut être consciencieux, il faut bien le faire, parce que ça va quand même déterminer derrière un petit peu ce qu'on va pouvoir se voir proposer comme produit au sein de l'offre Boursorama. Oui, bien sûr. Alors on a une question de Nicolas qui nous regarde, qui nous dit, voilà, pour obtenir, c'est en rapport à ce que vous disiez, Louis, sur le PEA, pour obtenir des revenus complémentaires avec les dividendes, nous sommes obligés de le faire avec un compte titre, point d'interrogation. Nous sommes d'accord qu'avec le PEA, si on utilise nos dividendes, cela clôture le PEA. Alors, tout dépend ce qu'il entend par... je pense qu'il veut retirer les dividendes, Nicolas, pour se faire un complément de revenu mois après mois. Alors, ça va dépendre de la date d'ouverture de son PEA. En fait, il y a la fameuse barrière des 5 ans. Exactement. Ouais. Donc, si son PEA a plus de 5 ans, il peut totalement faire des retraits partiels liés aux dividendes qui ont été touchés et continuer à avoir son PEA en place. Oui, donc, il n'est pas obligé de passer par le compte titre. En revanche, avant 5 ans, c'est pas possible. En revanche, avant 5 ans, c'est pas possible. Donc, on n'a pas l'avantage fiscal. Ouais. On est à la flat tax comme le compte titre ordinaire. Et en plus, un retrait partiel entraîne la clôture du PEA. Bon, voilà, donc Nicolas, il faut patienter les 5 ans avant de faire ça. Alors, ça y est, on est paré, on a tout. On a notre profil risque, profil investisseur, on a les enveloppes, et puis finalement, comme l'écrivain dans la feuille blanche, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Louis, on se dit, c'est compliqué ça. Comment je vais pouvoir choisir toutes ces actions dans un univers aussi large? Et ça peut être très très inhibant pour le jeune investisseur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un environnement très large et il faut avoir de la méthode pour commencer. Et il faut savoir ce qu'on souhaite faire en fait. Il faut définir sa stratégie. Donc il y a différentes approches. Donc une des principales approches, c'est la gestion value. Voilà, il va falloir nous expliquer tout ça là. Alors, c'est la gestion dans la valeur. Là, actuellement, on en parle régulièrement parce qu'il y a une rotation sectorielle en faveur de ce type de valeur, de ce type de société. Donc, pour faire simple, en fait, on est dans une approche où on va s'intéresser au compte de la société, à la valeur intrinsèque de la société. Donc, tout ce que la société détient en matière de stock, d'usines, de bâtiments, c'est sa valeur patrimoniale. Et on va la comparer à sa valeur en bourse. Et on va identifier les sociétés dont la valeur est décotée en bourse. C'est-à-dire que les marchés financiers, pour différentes raisons, ne valorisent pas assez ces sociétés. Donc, on va investir dans ce type de société value en espérant que les marchés financiers, à un moment donné, va prendre en compte ce décalage et va réévaluer ces sociétés. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Et sur ce type de valeurs, ça va être des valeurs cycliques, donc liées au cycle économique. Donc là, par exemple, on est dans une phase de reprise économique. Donc les valeurs cycliques qui sont industrielles, exactement, des valeurs dans l'automobile par exemple, vont bénéficier du contexte actuel. Donc la gestion value permet d'aller identifier ce type de valeur. Et une autre façon de faire qu'on oppose souvent à la value d'ailleurs, c'est la gestion growth, donc la croissance. Alors ça fait un petit moment on maîtrise un petit peu. On commence à maîtriser parce qu'on en parle vraiment beaucoup. Donc c'est souvent les valeurs tech, ça va être les GAFAM. Donc qui affiche chaque année comme ça une croissance exponentielle, exactement, incroyable, incroyable. Donc ça peut être effectivement des sociétés comme Apple ou Tesla, enfin dont on entend beaucoup parler, mais ça peut être aussi des entreprises à forte croissance plus petites qui vont devenir potentiellement les Amazon, les Apple, les Tesla de demain. Donc ce sont des sociétés où là on va miser sur un potentiel. Ça peut être des sociétés souvent qui perdent de l'argent, qui ne sont pas bénéficiaires. On mise sur le fait qu'elles vont se développer fortement pour pouvoir générer une plus-value en bourse aussi. Donc ça c'est une deuxième approche qui est un petit peu différente de la value. Alors même qu'elles sont déjà très chères parfois ces valeurs. Là en fait là pour le coup, on ne s'occupe plus du tout de la valorisation en bourse, de la cherté. C'est la perspective de croissance. C'est ça, exactement. On se dit que ça va continuer à monter. Ce type d'investisseur croissance va vraiment miser sur la croissance exponentielle, le développement exponentiel de ce type de société. Et puis comme le disait Nicolas, qui nous parlait de complément de revenus avec les dividendes, il y a aussi l'approche finalement d'aller
chercher les valeurs de rendement. Ça, c'est une approche assez partagée par les investisseurs. Oui, ça on le voit souvent sur Café de la Bourse, notamment Mm. au niveau des dividendes. Ça plaît à l'investisseur français parce que ça peut se rapprocher de l'investissement immobilier où on touche un loyer. Ici, on va toucher en fait un rendement généré par son action, donc un dividende. Les valeurs françaises, ça va être généralement un rendement annuel, donc on touche son coupon tous les ans. Après, les valeurs américaines vont distribuer tous les trimestres, donc on peut avoir un complément de revenus tous les trimestres. Et donc là, on va identifier souvent des valeurs assez matures qui sont bénéficiaires depuis pas mal de temps et qui vont continuer à distribuer. Il y a notamment les aristocrates du dividende. Donc Air Liquide. Alors oui, je pensais aux aristocrates du dividende américain parce que c'est plus. Mais oui, effectivement, tout à fait. Au niveau des valeurs françaises, on a aussi Air Liquide, on a Total. Enfin, il y a pas mal de valeurs, mais effectivement, lorsqu'on va sur ce type de valeurs, on va être à la recherche de rentabilité. Bon, Adrien qui nous demande si ce live va être diffusé en replay parce qu'il ne peut pas tout voir. Ben oui, vous inquiétez pas Adrien, ça va être diffusé en replay dans les prochains jours sur le site Boursorama. Pas d'inquiétude. Alors, voilà un peu quelques approches. Ce n'est pas les seules, mais on ne pourrait pas toutes les nommer. On répondra peut-être aux questions que vous vous posez. On sait maintenant choisir une action, mais le défi supplémentaire maintenant, c'est de savoir composer son portefeuille. Parce que là aussi, on peut déjà être un peu intimidé, puis faire quelques erreurs qui peuvent détruire complètement notre performance, autant le dire. Oui, parce qu'il faut avoir une approche globale. On ne peut pas uniquement être dans de la sélection de valeurs pures en se disant je mets tout mon argent sur un titre, sur deux titres parce que ces valeurs font l'actualité ou parce que j'aime leurs produits. Il faut avoir une approche globale de son portefeuille boursier parce que lorsqu'on investit en bourse, une des priorités, c'est justement de lisser son risque, de maîtriser son risque et pour ça, la meilleure des solutions, c'est la diversification. Alors, il y a différentes diversifications. Il y a la diversification numéraire, donc c'est la plus classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne va pas avoir une grosse ligne qui fait 90% c'est ça, du exactement. portefeuille. Donc vraiment, on va diversifier de manière équipondérée sur les différentes lignes de son portefeuille. Donc ça, c'est la première possibilité. Après, il faut diversifier aussi de manière géographique. Ne pas se cantonner uniquement aux valeurs du CAC 40, par exemple. Regardez. Ce que font beaucoup d'investisseurs, on peut le dire. Voilà, exactement. Un biais très franco-français. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'on est aussi davantage touché par les valeurs françaises dans notre quotidien. Bien sûr. Mais il faut diversifier de manière géographique. Il faut diversifier au niveau sectoriel également. Donc on a parlé des cycliques, mais il faut diversifier avec des valeurs défensives, avec des valeurs plus risquées. Vraiment aller chercher différents secteurs pour pouvoir justement aussi minimiser le risque. Et on peut également diversifier en profil de société. Donc des petites entreprises, des small mid-caps. Donc une capitalisation qui va être, faibles. Allez, on va dire en dessous du milliard ou un peu, enfin, personne n'a un demi-milliard à peu près, mais on est à peu près là-dessus. Voilà, ou justement ne pas se cantonner uniquement sur les grosses capitalisations. Donc là, c'est aussi une manière de diversifier. Après, la dernière diversification qui est primordiale, aujourd'hui on parle de bourse, mais il faut vraiment, l'investissement se compose, enfin la gestion de son patrimoine et l'investissement de son argent est au niveau global. Donc il faut diversifier, il faut de la bourse, il faut de l'immobilier, il faut des obligations, il faut des placements alternatifs. C'est important aussi de diversifier en matière de classe d'actifs. Bon, il faut quand même, là on apprend petit à petit, parce que là on peut être intimidé, s'il faut que je découvre toutes ces compétences, mais ça se fait là aussi petit à petit. Oui, exactement. Ça se fait petit à petit et ça rejoint le principe de lisser son entrée en bourse. C'est-à-dire que si on a un capital à investir, il ne faut surtout pas investir en une seule fois. Parce qu'on risque justement de rentrer à un plus haut, on risque de... le market timing, c'est très compliqué, même toujours pour les difficile professionnels. d'acheter bas et de vendre haut. Voilà, exactement. C'est ce que tout le monde souhaite, mais c'est très difficile. Donc c'est important de lisser son entrée. Par exemple, si on a 10 000 € à investir, il ne faut pas rentrer aujourd'hui et investir. Mais quoi, 1 000 € par mois, par exemple ? Oui, par exemple. Comme ça, on lisse sur presque un an son point d'entrée. Donc ça, c'est aussi une manière d'investir, d'arriver en bourse de manière prudente et de minimiser le risque. Et ça laisse le temps de se faire sa culture financière. Andrea, est-ce qu'on peut avoir plusieurs PEA alors ou pas ? Malheureusement non, un seul par personne physique majeure. Mais on a cette question de Florent qui nous dit, a-t-on le droit d'avoir plusieurs comptes titres ? Oui, on peut avoir plusieurs comptes titres, effectivement. Donc, un PEA, un seul, mais on peut plusieurs avoir comptes titres, possiblement. Plusieurs comptes titres. Voilà pour cette question. Alors, ça y est, on a nos actions, on compose notre portefeuille. Maintenant, c'est pas tout ça. Il faut les acheter et les vendre, ces actions.
comment on rentre dans la mécanique concrète? Oui, alors C'est on va parfois, venir là pas aussi. à pas, effectivement, ça peut, parce que en fait, ça peut être plus compliqué qu'on ne le pense. Le premier élément, c'est vraiment d'aller identifier sa valeur. Donc ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a faire une recherche par nom, faire une recherche via un code mnémonique qui est un shortcode, ou faire la recherche via l'ISIN, qui a Ça, c'est le code FR00 suivi d'une c'est suite le de chiffres. code alphanumérique de 12 Mais on de est sûr 12 de ne pas se caractères. planter avec ça. Voilà, c'est exactement, c'est un très bon point. Je recommande vraiment de passer par l'ISIN parce qu'il peut y avoir plusieurs places de cotation, il peut y avoir des sociétés qui ont le même nom. C'est pour ça que je disais c'est peut-être plus compliqué qu'on peut le penser. Il y a une petite anecdote, lors du premier confinement, beaucoup de personnes ont découvert l'application Zoom, qui était très tendance, et beaucoup d'investisseurs ont voulu en profiter et ont investi en bourse dans la mauvaise société Zoom. Il y en avait deux, ils ont investi. Je crois qu'ils ont investi en une biotech en fait. Voilà, c'est ça. Donc le code ISIN, c'est bien, c'est un peu compliqué, mais c'est bien. Voilà, donc vraiment l'ISIN pour identifier la valeur, donc c'est la première étape. Deuxième étape, ne pas choisir le sens. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Ça paraît bête, mais on se trompe aussi. Il y a des professionnels, des traders, parfois il y a le terme flat finger trader qui se trompent entre l'achat et la vente. C'est déjà arrivé. Donc là aussi, bien choisir le sens de son ordre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Deuxième conseil. Et après, on peut continuer avec on choisit le nombre de titres, la quantité qu'on veut acheter, le prix et l'échéance. Est-ce que l'ordre il est valide une journée, une semaine, un mois? Et donc, une fois qu'on a défini ces paramètres, il faut choisir l'ordre de bourse. Ça, c'est très important parce qu'il y a différents types d'ordres. Il y a des ordres qu'on peut qualifier de simples et des ordres plus complexes. Donc, il y en a vraiment, il y a vraiment un choix assez large. Et je pense que pour un débutant en bourse, il faut se cantonner aux ordres les plus simples. Peut-être par exemple. Oui, limite, au marché, ordre stop, c'est les trois que je conseillerais. Et dans le rapport du médiateur de l'AMF en 2020, on voit justement que les types d'ordres ne sont pas toujours très bien compris par les investisseurs individuels. Donc un conseil qu'on peut vous donner, c'est prenez le temps de découvrir ces ordres et de ne pas se lancer tout de suite dans les plus complexes. Bien sûr, il faut parler aussi des frais, oui, parce que ça coûte un petit peu d'argent tout ça. Enfin, pas beaucoup quand on est chez Boursorama, mais quand même toujours un petit peu. Donc quels sont les différents types de frais? Alors j'ai regroupé en trois grandes familles. Il y a les frais de courtage. Alors c'est les frais qu'on paye lorsqu'on achète et on vend une action. Donc c'est des frais liés à la transaction. Donc plus vous passez de transactions, plus il y aura de frais. Si vous ne passez pas de transaction, il n'y aura pas de frais. Donc ça c'est les frais de courtage. Après il y a tout ce qui est lié aux frais du support. Donc les droits de garde des actions en direct, les droits d'entrée des OPCVM éventuellement, des frais de gestion des ETF ou des OPCVM, des frais de gestion annuels, des frais de gestion liés à la gestion pilotée si vous avez décidé d'opter pour la gestion, de souscrire à cette option. Donc il y a vraiment tous les frais liés au support et à la gestion de son enveloppe. Et la dernière partie, c'est les frais annexes, donc les éventuels frais lorsqu'on clôture un compte d'inactivité. Il y a des intermédiaires financiers qui vont facturer des frais si vous ne passez pas d'ordre pendant un mois, pendant un trimestre. Et il va y avoir éventuellement des frais liés aux outils, aux services qui sont proposés, donc des cotations de cours en direct sur différents marchés canadiens, américains, des outils d'aide à la décision pour filtrer ce qu'on appelle des stock screeners pour aller identifier des valeurs, des outils d'analyse technique. Donc tout ça, ça peut être aussi des frais supplémentaires en matière d'abonnement, par exemple. Bon, Andrea, qu'est-ce qu'on a comme type de frais chez Boursorama quand on a un compte bourse? Effectivement, des frais de courtage. Quand vous passez un ordre, vous avez forcément des frais à payer. Après, donc il n'y a pas de droit de garde par contre chez Boursorama. Voilà. Mais effectivement, si vous choisissez un support de type SICAV ou ETF, il y a des frais inhérents au produit de gestion que vous allez devoir payer, mais qui sont sur la valeur liquidative du produit que vous ne payez pas en cash, qui sont compris dans l'évolution du prix du produit. D'accord. Sur les ordres, on avait sur le fait d'acheter et vendre une action, on avait quand même pas mal de questions. Willy notamment qui nous dit comment passer au mieux des ordres d'achat ou de vente. Quel type d'ordre préconisez-vous aux débutants en bourse? Comment sécuriser son capital boursier? Ça, c'est une question un peu annexe. Puis Gisèle qui nous dit expliquez-moi clairement comment vendre et racheter en ligne. Je suis très débutante et sur un cinquième de moi, mon capital est en perte. On va peut-être y revenir, mais peut-être 2-3 bons conseils
très concret de vente et d'achat. Alors vous avez déjà dit, Louis, mais il y a vraiment des choses qu'on peut préconiser pour les débutants? Oui, effectivement, vraiment c'est limité, je pense, à l'ordre limite, ou D'accord. l'ordre au marché Ouais. et l'ordre stop. Je vais peut-être développer un petit peu les différentes On peut caractéristiques. Oui, bien sûr. L'ordre limite, c'est lorsqu'on veut acheter une action, Une action. à un prix déterminé. Ouais. Allez, Et- je vais rester sur Air Liquide. J'ai envie d'acheter des actions Air Voilà. Liquide. Je sais plus combien elles vaut Oui, en ce je moment. ne sais pas non plus. Donc, Mais bon, en tout cas, je vais fixer le prix auquel je les veux, c'est ça? exactement. Au risque de. On fixe le prix, par Oui. contre, on n'est pas sûr d'être exécuté. C'est-à-dire S'il n'y que. a pas la contrepartie en face, C'est c'est ça. ça? Si le carnet d'ordre ne permet Oui. pas de l'exécution de l'ordre, mon ordre peut ne pas être exécuté. Donc c'est une première possibilité. Mhm. Une autre possibilité, c'est que l'ordre est exécuté partiellement. C'est-à-dire qu'on a défini J'en veux une quantité- 50, j'en ai 20. J'en ai 20, exactement. Donc l'ordre limite, c'est bien si on veut maîtriser le prix. Par Oui. contre, on n'est pas sûr d'avoir les actions qu'on souhaite au moment où on veut. Et si on veut absolument les actions, on veut avoir un ordre prioritaire, bah, c'est l'ordre au marché. Mais là, je Là- ne maîtrise plus le prix. On ne maîtrise plus le prix. Ouais. Mais par contre, on C'est-à-dire que si est l'action elle prioritaire. s'envole, je peux peut-être l'acheter beaucoup plus cher que je ne le voulais. Oui, mais après, si on est dans une optique d'investissement long terme, Oui. peut-être que à part si on est face à une volatilité extrême durant une séance de bourse, mais disons Sort que. d'une année qui a été très volatile. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais voilà, donc effectivement, le risque, c'est de plus maîtriser le prix, mais on est sûr que l'ordre va être exécuté. Et pour répondre à la première question, au Oui. niveau de la sécurisation Oui. des gains, bah, il y a les ordres stop en fait. Ouais. L'ordre stop, c'est on est en position, d'ailleurs qu'on peut mettre en place dès l'achat d'un titre, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'a pas envie de perdre, je ne sais pas, 10, 15, 20%, ça va dépendre du profil, de la stratégie de Déployée. l'investisseur, Ouais, bien exactement. Et ben, on peut définir un stop, c'est-à-dire que si l'action descend à ce prix-là, je vends l'action. Alors ça protège, mais il y a quand même des spécificités. Il y a ce qu'on appelle des gaps d'ouverture où on peut ne pas être exécuté. Donc c'est pas une protection Absolue, on va absolue, exactement. Ouais. Mais en tout cas, ça permet de sécuriser son capital. Et sans forcément détailler, il y a un ordre un peu plus complet du coup qui est ce qu'on appelle le stop suiveur, Oui. qui est aussi un ordre stop, mais qui va permettre d'accompagner la hausse de son action. En fait, si on définit de ne pas dépasser une perte de 15% avec son stop, et si l'action monte, bah, mon stop va augmenter, et ce qui permet en fait de sécuriser une partie du Partie gain. de la plus-value. Et si ça descend, bah, à 15%, on coupe. Donc il y a différents types d'ordres qui peuvent répondre à différentes problématiques. Bon, on va poser une deuxième question pour voir si vous êtes toujours bien attentif. Est-il préférable d'investir une grosse somme en une fois ou de petites sommes régulièrement? Est-il préférable d'investir une grosse somme en une fois ou de petites sommes régulièrement? C'est à vous. Avant de finir cette première partie, Louis, on va peut-être finir sur les pièges à éviter. Hein. Finalement, là, on a gagné en confiance avec vous. On se sent prêt à décrocher la lune. Et puis, c'est là aussi quelquefois qu'on fait des erreurs. Ouais, effectivement. Bah, la bourse, le premier point qui est important, c'est de comprendre qu'on investit en bourse à long terme, voire très long terme. Donc c'est vraiment, je pense, le point central, c'est-à-dire qu'il va y avoir une volatilité, elle sera forcément là. Donc si vous ne gardez pas la tête froide et que vous consultez peut-être trop souvent votre écran et que vous êtes... On devient passionnel un petit peu. Voilà, ça c'est Ouais. exactement ça. C'est qu'on suit trop l'actualité. Dès qu'il y a une news, dès qu'il se passe quelque chose, ça décroche un petit peu, on commence à paniquer, on veut remettre en cause sa stratégie, on commence à passer des ordres à la va-vite. On peut courir à la catastrophe en faisant ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte qu'il y a une volatilité sur les marchés actions et qu'on investit à long terme. Donc ça, c'est On n'oublie jamais son horizon d'investissement. Voilà, exactement. C'est le premier conseil. Un deuxième conseil qui est important, c'est, je pense, respecter son domaine de compétences. J'aime bien citer Warren Buffett sur ce principe-là. Ouais. Il n'investit jamais dans une société dont il ne comprend pas le modèle économique. Donc c'est important de vraiment faire l'effort, d'aller comprendre comment fonctionne cette société, quels sont ses avantages concurrentiels, quel est son modèle économique, et ne pas céder aux effets de mode. Ou alors il faut le savoir, peut-être qu'on se dit voilà, j'achète cette valeur, parce que, se dire j'ai une partie de mon portefeuille finalement sur lequel je fais des paris, Oui, hein, C'est vrai, mais c'est je vrai. le limite à une partie ténue et puis le reste, mon fonds de portefeuille sont des C'est ça. valeurs sur lesquelles je fais des efforts de m'informer, de savoir un peu comment elles se comportent. tout à fait. Ouais. Tout à fait. On avait une question de Maria qui nous dit et ça c'est une question je pense que plein de gens se posent, elle est très importante. À quel pourcentage de baisse sur une action sur un compte titre faut-il mettre un stop et déclencher la vente des actions?
Et ça, cette question, je pense que tout le monde... Alors, ça baisse, ça perd 5%, ah, ça perd 10, ça perd 15, je peux peut-être me refaire, ça perd 20, ça perd 30, ah, ça a trop perdu, je vais attendre. Ça, je pense que tous les gens qui nous regardent se posent cette question. Qu'est-ce qu'on fait là, Louis? Alors, c'est une très bonne question, mais il n'y a pas une réponse absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir forcément un stop à 10, 15 ou 20%. Parfois, on va entendre ça, mais ça va être dans une autre approche. Lorsqu'on fait du trading en bourse, le principe du money management, c'est-à-dire la gestion du risque des positions perdantes et des positions gagnantes. Là, on va être dans cette approche-là, on va se dire, cette action-là, je vais mettre un stop à 10%, à 15%. Lorsqu'on investit à long terme en bourse, c'est moins prioritaire parce qu'en fait, on peut se couper d'une belle variation de la société. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'identifier les bonnes sociétés. Selon leurs fondamentaux, avec une approche qui a été définie que j'ai évoquée tout à l'heure, par exemple sur une gestion value, on sait que la valeur va être, elle a des beaux fondamentaux, c'est une belle valeur, elle va se reprendre. Donc même si ça baisse, il faut tenir sa stratégie initiale. Donc il ne faut pas forcément couper ses positions. Typiquement l'année dernière avec la forte volatilité, lorsque les marchés décrochent, tout décroche, même les bonnes valeurs aux beaux fondamentaux vont baisser. Donc il faut savoir identifier les bonnes baisses des mauvaises et ne pas tout de suite couper sa position parce que si son analyse de départ est bonne et que son investissement l'horizon d'investissement est long, il ne faut pas forcément couper une position. On se forge sa conviction sur le long terme. C'est ça. Je rappelle, pour les questions du quiz, elles arrivent sur la droite de votre écran. Donc si vous ne la voyez pas, je pense qu'il faut regarder sur la droite de votre écran afin d'y répondre. On a Florian. Oh Florian, je ne sais pas s'il a tout bien écouté parce qu'il nous dit est obligé de posséder un compte titre pour acheter des actions hors de France interdit avec un PEA. On lui répond rapidement. Alors, il va y avoir le compte titre, ça va permettre d'acheter. Alors, ça dépend de ce qu'il entend. Non, mais hors de France. Hors de France, Union européenne. Donc, oui, Union européenne, c'est possible. Donc, Florian, vous pouvez acheter des actions de l'Union européenne dans un PEA, donc hors de France. Par contre, pour les actions américaines, par exemple. Là, il va falloir passer par un compte titre ou alors acheter un ETF qui va traquer l'indice Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Et par ce biais-là, on peut avoir des actions américaines de manière indirecte dans son PEA. Voilà. Très clair pour cette première partie. On est désormais complètement paré pour investir et ça tombe bien parce qu'on a envie de le faire avec Boursorama. On va voir ce qu'on peut vous proposer. C'est tout de suite notre deuxième partie.